Salut à tous. Backseat, c'est le talk show d'actualité politique sur Internet. Si tu veux soutenir l'émission, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans les descriptions pour faire un don du montant que tu veux ou alors pour faire un don mensuel. Vous vous souvenez du psychodrame 49.3 sur le budget de l'État, c'était il y a 2 mois, et c'est en train de revenir. Et oui, François Bayrou prépare le terrain à des négociations très difficiles sur le budget de l'État à l'occasion d'une conférence sur l'état des finances publiques du pays, qui a réuni des ministres, des parlementaires, des organismes de la sécurité sociale et des syndicats. Oui. François Bayrou a fait une longue conférence que j'ai regardée en entier. C'était un PowerPoint, c'était chiant. Bah ouais. Surtout qu'on savait... Ça durait combien de temps ? C'était 1h03. Oh putain. Voilà. C'était un peu mais c'est mon métier, moi je le fais pour vous, pour que vous n'ayez pas à le faire, je le fais. Donc voilà, cool. pas d'annonce dans cet exercice de communication, mais il en a rajouté une couche sur le diagnostic donné par son ministre de l'économie Éric Lombard dimanche, c'est-à-dire 40 milliards d'euros d'économies supplémentaires nécessaires pour arriver à l'objectif d'un déficit de 4,6%. François Bayrou s'est montré particulièrement alarmiste dans cette conférence, en évoquant, je cite, une montagne de difficultés, une situation intenable, un cercle vicieux, un piège dangereux, etc. Bref, l'heure est peut-être à l'austérité budgétaire, en tout cas, l'heure est à l'alarmisme du côté de François Bayrou. Pourquoi, selon vous, François Bayrou lance ce sujet là maintenant ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'ai l'impression que François Bayrou est en train de préparer les esprits à une négociation ardue au Parlement, et j'ai un peu l'impression qu'il fait le maximum et qu'il en fait des caisses pour ensuite négocier, et puis on arrivera à quelque chose qui serait une vingtaine de milliards d'euros d'économie. T'en penses quoi, toi, Émilien ? C'est possible. Après, je me demande aussi s'il n'a pas juste une équation qui est de ne pas être sûr de finir l'année, quoi, avec une possible dissolution. Donc, s'il veut faire passer son budget, y compris pour voilà, parce qu'il y croit ou c'est ses obsessions personnelles, pourquoi pas en fait dès maintenant, dès avril. En plus, du coup, ça chevauche la question de la conférence sur les retraites, donc c'est très bien, comme ça tout le monde l'a oublié. Voilà, commencer à mettre un peu la pression. Je pense que c'est pas cette stratégie, mais c'est vrai que c'est quand même bizarre de faire une conférence pour dire Et les gens étaient contents d'ailleurs. C'est pas tout, mais non. Alors. Non. C'est qui sur les gens ? Twitter, certains libéraux que voilà pour le travail étaient très contents en disant voilà enfin quelqu'un qui assume, comme si le fait d'assumer était en fait un signe de quoi que ce soit, alors que pas du tout. Est-ce que vous pensez que ce genre d'exercice de communication alarmiste, ça peut fonctionner dans l'opinion publique ? Est-ce que des modérés pourraient se dire il a raison François Bayrou, ou est-ce que en fait ça peut pas marcher, ce genre de conf de presse un peu chelou là ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Lui, il utilise des techniques malheureusement assez classiques qu'utilise notamment l'extrême droite, à savoir convoquer le ressentiment et la peur. En communication politique, c'est assez... Il n'y a pas que l'extrême droite qui fait ça, mais Oui, mais en l'occurrence, c'est quand même un peu leur marque de fabrique, hein, excuse-moi. Oui. Pour précisément mettre les gens dans un état de sidération qui les empêche de bouger et qui les empêche de vraiment vouloir le changement. Sauf que ça ne marche pas forcément à chaque coup. Donc moi, je pense qu'il y a effectivement cette volonté de faire peur, et d'ailleurs, Emmanuel Macron a surfé là-dessus aussi. C'était ça pendant l'entre-deux tours de la présidentielle, en disant « si c'est pas moi, c'est le chaos ». Ils ont continué avec ça aussi par rapport au budget 2025, en disant que si jamais le budget n'était pas adopté dans les termes qu'ils proposaient, ça allait être le chaos et le shutdown à la française. On a vu que ça n'a pas été le cas. Que les cartes vitales n'avaient plus marché. Voilà, enfin bon, bref. Donc du coup, tout le monde se chiait dans le froc et ils se sont dit oui, effectivement, il ne faut peut-être pas renverser le gouvernement, et ça a marché. Sur le PS. Ouais. Oui, sur le PS, ouais. Et du coup, moi, je pense qu'il y a ça. Et effectivement, je pense comme Émilien, il est en train d'essayer d'asseoir sa position en se disant qu'il va potentiellement se faire tège et de préparer un peu les consciences en amont en disant attention, c'est vraiment la merde. Après, il y a la question de cette dissolution. Est-ce qu'elle aura lieu ou pas ? Alors, il était question qu'elle n'ait pas lieu. Emmanuel Macron avait finalement un peu écarté la possibilité. De toute façon, il n'a pas le droit de le faire avant le mois de juillet. Mais vraisemblablement, ça pourrait revenir. Il considère, et j'ai lu ça dans Politico ce matin, abonnez-vous à la newsletter qui est très, très éclairante, qui considère notamment que maintenant, avec ce qui s'est passé sur la scène internationale, il a quand même réussi à
remettre un peu de l'ordre au sein de sa majorité. Il a réussi aussi à gagner un peu en popularité dans une certaine mesure et que finalement les signaux seraient plutôt au vert pour pouvoir envisager cette dissolution. Donc, est-ce que Bayrou aussi se chie un peu dans le froc par rapport à ça? Bonne question. L'expression, c'est pas une expression, ça. On se chie dessus ou on fait dans son froc, on se chie pas dans son froc. Ah oui, c'est vrai, non, mais t'as raison. Mélanger. Merci l'Académie française de venir préciser un peu l'usage de la langue. Je fais pas que le latin, je fais le français. Se chier dessus. Se chier dessus. Ok. Et c'était quoi le chier dans son Benz. Ou faire dans son froc. Faire dans son bénard. C'est possible, ça? Oui, dans son bénard. Merci beaucoup, Jules, de m'interrompre. Ouais, c'était important, j'avoue, surtout sur le fond. Donc bref, quoi qu'il en soit, je pense qu'effectivement, il n'est pas serein, disons-le comme ça, s'il faut le dire comme ça, et qu'il a envie d'essayer de montrer, en tout cas, qu'il est en... alors moi il y avait quand même autre chose dont il faut parler, c'est la vérité permet d'agir, parce que ça on l'a pas dit. C'était le slogan de sa conférence de presse, c'était le titre. Il a cité Trotsky et Lénine quand même. Il a cité Trotsky et Lénine sur la vérité est révolutionnaire, qui a été repris par Jean Jaurès, fondateur du journal L'Humanité. On va dire la vérité parce que la vérité en elle-même est révolutionnaire, et donc il a cité ça. Il faut dire la vérité aux Français, mais dans un exercice plus classique et plus droitier moi je dois dire la vérité aux Français, je dois la vérité aux Français. La vérité, c'est qu'on dépense trop d'argent dans l'État. Et les gens, le social, là, ça casse les couilles. Et que vos salaires vous coûtent trop cher. Voilà, c'est ça la vérité. Il faut travailler plus, la vérité, il faut travailler plus. Il faut travailler plus. Mais donc oui, effectivement, il y avait ce slogan. Moi, il y a un truc qui m'a fait marrer dans cette conférence de presse, c'est qu'une fois que Bayrou a fini de parler, il y avait une succession de ministres qui sont venus, pas très nombreux, mais quand même pour venir parler dans leur secteur qui les concernait. Et il y a Astrid Banosyan-Bouvet qui est venu parler dans le travail en disant en fait c'était très bizarre parce que j'avais l'impression qu'elle disait l'inverse que ce que voulait entendre François Bayrou. Elle disait en fait il ne s'agit pas tant de travailler plus longtemps mais de travailler mieux, parce qu'en fait le bien-être au travail c'est hyper important, parce que si on a trop d'arrêts de maladie c'est aussi parce que les gens vivent mal leur travail, donc en fait il faut améliorer le travail, et c'est pareil pour les jeunes. On a une extraterrestre là même. Elle était trop bizarre. L'emploi des jeunes est trop bas en France par rapport à nos voisins européens, et on constate dans les chiffres qu'en fait les jeunes ils sont quand même assez exigeants vis-à-vis de la qualité du travail. Et moi j'écoutais ça, je dis mais Astrid, mais tu vas te faire virer. C'est pas la bonne conférence de presse là. Tu dois dire l'inverse. Tu vas dire non, les Français travaillent pas assez. Les Français c'est des feignants et tout. C'était très bizarre. C'est que même quand ils essayent en fait, la vérité, la vérité, c'est qu'effectivement, il faut améliorer les conditions de travail. Les gains de productivité, ils sont là. C'est bon. Donc c'est assez bizarre. Oui, mais ce qui est sûr, c'est que ça n'augure rien de bon. De toute évidence. Ça augure rien de bon. Usul, tu penses qu'effectivement, c'est le chant du cygne pour le gouvernement de François Bayrou? Mais même pour tout un discours, c'est-à-dire que moi je n'ai jamais entendu autre chose que ça, qu'il faut travailler plus. La vérité, c'est que c'est la crise. Enfin, c'est la crise depuis la crise pétrolière. En fait, ça remonte ce discours-là de faut se serrer le kiki. Tu te rappelles le kiki? Faut se serrer la ceinture. Et bon, bref. Ça fait longtemps. Saison 1 de Backseat, serrer le kiki. Bref. Non, c'est vrai. Oui. Parce que et ça veut dire le coup. Ça veut dire le coup. Ouais, personne n'a compris ça, Jules, personne. On rappelle. Hein. C'est pas, il y avait pas un petit singe en plus qui était. Pardon. Si, il y avait eu des montages. On va pas refaire la Nupes ni la première saison de Backseat. Non, mais tout ça pour dire, moi, ce que je trouve intéressant, c'est Moscovici qui a dit. Pierre Moscovici, président de la Cour des comptes. Oui, qui a dit, oui, mais d'accord, mais en fait, le dogme de, faut toujours que ce soit les gens qui travaillent plus, qu'il y ait plus de gens à travailler, on peut aller loin d'ailleurs comme ça, qui travaillent plus vieux, mais même qui travaillent plus jeunes. Dans pas longtemps, il faudrait aussi qu'il y ait plus d'enfants sur le marché du travail, c'est vrai, pourquoi pas aussi, ça peut être sympa. Donc c'est toujours un peu le même truc, travailler plus, puis si possible pour moins cher, et puis moins de remboursement de santé aussi, ce serait pas mal, ça nous coûte cher tout ça. Donc voilà. Et par contre, pourquoi? Parce que il y aura pas d'augmentation d'impôts. C'est le dogme, et c'est pour ça que Moscovici a dit faudrait peut-être arrêter avec ce dogme-là, parce que là, on a des problèmes, notamment, il va falloir augmenter les dépenses d'armement, on a un problème de déficit qu'on devrait appeler le déficit Bruno Le Maire, qu'on a un peu oublié. Oui, il y a la commission d'enquête. Oui, il y a une commission d'enquête qui a rendu son rapport. Enfin, bon, elle est présidée par Ciotti. Donc et Bruno Le Maire estime qu'il a été blanchi par le rapport en disant qu'il n'a rien fait de mal, que c'était rien que des mensonges. Oui, c'était juste des mauvaises prévisions. Mais c'est toujours la faute à personne, mais c'est toujours nous qu'on travaille derrière, quoi. Hein, voilà. Est-ce qu'une nouvelle crise budgétaire risque d'emmener avec elle le gouvernement de François Bayrou? Est-ce que les négociations vont porter sur ce sujet-là au moment fatidique qu'est le mois de juin-juillet, donc la fin de cette session ordinaire du Parlement? Est-ce qu'il faudra attendre septembre prochain dans le début des vraies grosses négociations budgétaires? Honnêtement, j'ai du mal à savoir. Encore une fois, ça va beaucoup dépendre de la capacité du gouvernement de François Bayrou à mener une négociation.
sur ces milliards d'euros d'économies. Et puis Est-ce surtout, que le ça PS, en fait, mon autre question, c'est est-ce que le PS peut refuser de censurer François Bayrou de Moi, la je même vais manière te qu'ils dire. l'ont fait en janvier dernier? Je vais te dire une chose. Vas-y, dis-moi un truc. Pour moi, les causes de la censure ou de la non-censure de Bayrou vont peu avoir à voir avec le budget. Tu penses ou avec quoi que ce soit. Ben non, c'est où on en est dans le congrès du PS. Oui. Ça va décider de comment va voter le PS. C'est pour ça que je pose Où la en est question. le RN. Parce que là, le RN, ils sont en pleine hésitation, ils sont en train de revenir un peu sur leur stratégie tout feu tout flamme depuis que la décision de justice est tombée. Ils étaient un peu partis sur non, Marine, en fait, on te suivra jusqu'au bout. Et là, Marine Le Pen elle-même est en train de douter de cette stratégie d'aller jusqu'à l'appel. Enfin, elle va y aller jusqu'à l'appel, mais de pas mettre en place le plan B, parce que l'appel va sûrement valider la décision en première instance. C'est probable. Donc, elle est plutôt finito, elle est en train de faire le deuil du truc. Donc, où ils en sont là? Est-ce qu'ils veulent toujours avoir l'air d'être des gens sages et raisonnables, ou est-ce qu'à ce moment-là ils sont repartis à bordéliser un petit peu? Je pense que c'est ça qui va être important pour ce prochain truc-là, sur leur vote à eux. Et le congrès du PS, du coup. Et le congrès du PS, évidemment, bien sûr. Le congrès des écolos, c'est moins déterminant, effectivement, Oui, mais si. pour la suite de l'histoire. Mais encore une fois, non, mais il n'y a pas que le congrès du PS. C'est-à-dire que pour ce qui est de la gauche, s'il y a dissolution demain, est-ce que le NFP existe encore ou pas? Ça aussi, ça fait partie de la négociation. Est-ce qu'il y aura dissolution? Est-ce qu'il n'y aura pas dissolution? Je pense que c'est quand même un élément qu'il faut garder dans l'équation. Hein. Si Maillard-Rossignol ou je sais pas qui à la droite du Parti Socialiste remporte le congrès et qu'il y a une dissolution le lendemain matin, je suis pas Qui sûr. se présente d'ailleurs? C'est quand cette affaire? C'est encore en cours. C'est encore en cours. Il y a Boris Vallaud, il y a Olivier Faure évidemment, et il y a le clan Maillard-Rossignol, Dalga et Anne Friends. Qui est encore en train de réfléchir. C'est en train de consolider là, les textes d'orientation. Donc. Ça va être passionnant ce congrès. Hein. Moi je suis à fond. Moi je lis tous les documents et tout. La littérature socialiste, ça a toujours été mon kink et c'est très chiant. C'est toujours aussi relou à lire. Mais ils appellent toujours ça d'émotion ou ils ont changé de. Avant l'émotion, il y a les textes d'orientation. Là, on est sur les textes d'orientation. Ensuite, il y aura des fusions de textes pour créer des émotions. Ne commence pas à mettre le doigt dedans si tu veux pas. Non, c'est vraiment pas la littérature passionnante. Mais donc, en tout cas, sujet assez important, la suite des négociations qui auront lieu avec François Bayrou sur ces restrictions budgétaires. On continuera à en parler. Je réfléchis à Bayrou, tu sais. Ouais. Je réfléchis à Bayrou. Ouais. Parce que c'est quand même aberrant, Bayrou, en soi. Vraiment le personnage, le fait qu'on se retrouve, qu'il nous propulse dans le vieux monde, mais rien que par son incarnation, rien que par son histoire politique, rien que par ce qu'il dit, par ce qu'il fait, par le fait qu'on se retrouve à parler de ce vieux monde qu'est les institutions catholiques, de je sais pas quoi, parce que lui-même avait couvert des trucs. Et on est tellement pas en 2025 avec ce gars, tu vois. Ça, je suis bien d'accord avec toi. Ça, plus tout le casting du gouvernement où on te ressort du Retailleau, où on te ressort en fait des politiques dont tu sais que quand ils parlent, ils mentent, qu'ils ont. Ouais, mais tu me reconnaîtra quand même que Gabriel Attal n'était pas giga différent de François Bayrou, tu vois. Non, mais au moins il y avait un peu de nouveauté, il y avait un peu de. Je sais pas. Avec Gabi, il y avait autre chose. Non, je suis d'accord avec toi pour dire que François Bayrou n'habite pas dans le même siècle que le mien, c'est absolument certain. Et c'est pareil, juste Bayrou, avec toi avec il devrait avoir sauté avec Betaram quand on serait un pays qui a un peu de décence, ce serait une classe politique qui a un peu de décence, il y aurait un peu des médias qui font leur boulot. Voilà, il devrait pas pouvoir ouvrir la bouche sans qu'on lui reparle de ce truc-là. Ça. Mais bon, dans ce sûr. pays, les enfants, hein, bon. On continue avec un sujet qu'on voulait aussi aborder ensemble ce soir, c'est la question de Gaza. L'armée israélienne étend depuis le week-end dernier son offensive sur la bande de Gaza. Après avoir brisé la trêve, je vous rappelle, c'était il y a seulement un mois, Israël a pris le contrôle d'un secteur stratégique du sud de l'enclave de Gaza et l'armée israélienne encercle notamment la ville de Rafah. Les Palestiniens sont appelés à évacuer les nouvelles zones de combat qui couvrent à nouveau la quasi-totalité de la bande de Gaza. Mais je vous rappelle qu'ils n'ont nulle part où aller. Léa, est-ce que tu peux nous parler de la situation sanitaire, humanitaire à ce jour à Gaza ? Oui, je voulais vous faire un petit point chiffré, documenté, de manière très objective pour vous rappeler un certain nombre de choses catastrophiques qui sont en train de se passer depuis désormais 1 an et demi. Depuis le début de l'offensive israélienne dans la bande de Gaza, donc je vous rappelle le lendemain du 7 octobre, plus de 50 000 personnes ont été tuées, majoritairement des femmes, des enfants. 90% de la population a été déplacée. Systèmes de santé, d'eau, d'électricité sont gravement endommagés. Les hôpitaux manquent aussi de ressources, et notamment de matériel et de carburant. Côté blocus humanitaire, depuis le 2 mars 2025, Israël bloque l'entrée de toute aide humanitaire, que ce soit de la nourriture, de l'eau, du carburant et des médicaments.
Il y a une situation de famine qui est particulièrement alarmante et qui touche principalement les enfants. Des milliers d'enfants sont en situation de malnutrition aiguë. Et les cuisines collectives arrivent à fournir en moyenne à peu près 1 million de repas par jour pour une population totale de 2 millions. Il y a eu aussi de nombreuses violences qui ont été documentées et aussi d'attaques, notamment auprès d'humanitaires, que ce soit du Croissant Rouge ou de l'Organisation des Nations Unies. Je rappelle aussi que de nombreux journalistes ont été tués. Plus de 200 journalistes palestiniens et palestiniennes ont été tués depuis octobre 2023, et également des reporters étrangers, israéliens, libanais et syriens. Plusieurs ONG, dont Reporters sans frontières, dénoncent donc aussi une stratégie délibérée de faire taire les témoins de guerre. Côté réaction internationale, elles sont quand même assez, je dirais, timides, je trouve, en tout cas de la part des dirigeants et dirigeantes qui ont le poids et le pouvoir de mettre fin à ces atrocités, quand elles ne sont pas parfaitement indignes et abjectes, comme celles que ont pu faire des responsables politiques, comme je pense bien évidemment à Donald Trump. Le cessez-le-feu est au point mort et l'aide humanitaire ne rentre plus à Gaza. Voilà ce que je peux vous dire à cette heure-ci. Merci Léa pour ce petit point malheureusement terrifiant sur la situation à Gaza. Une chose qui a changé, en tout cas en France, c'est la prise de parole d'Emmanuel Macron qui a annoncé sa volonté de reconnaître l'État palestinien. À certaines conditions. Il a parlé du mois de juin comme horizon où ça pourrait avoir lieu. Qu'est-ce que ça pourrait changer concrètement, la reconnaissance de l'État palestinien en termes de droit international? Léa, tu saurais dire ce que ça implique, ce que ça change? Ce serait du coup l'ouverture d'une ambassade officielle à Paris pour représenter l'État reconnu? Alors, pour l'ouverture, pour ce qui est des relations diplomatiques, entre États, ça je pourrais pas te dire précisément ce que ça changerait. Ça changerait que l'État palestinien pourrait avoir davantage de place, notamment dans les instances internationales. Néanmoins, il y a quand même une participation de l'autorité palestinienne dans certaines instances internationales. Je pense à l'Assemblée générale des Nations Unies, mais aussi l'autorité palestinienne est membre de la Cour pénale internationale. Je pense que ce serait un symbole assez fort si la France reconnaissait effectivement, comme d'autres États européens, il y a un certain nombre d'États européens qui ont déjà enclenché ce processus de reconnaissance, l'Espagne notamment, et on en a parlé l'été dernier. C'est quelque chose qu'Emmanuel Macron avait déjà évoqué. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'effectivement, il y a peut-être encore un an, il y avait la perspective que la reconnaissance d'un État palestinien pourrait éventuellement changer les choses et mettre fin à ce génocide en cours. Et la grosse crainte que j'ai aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression que rien n'arrête Netanyahou. Ouais, c'est un vrai problème, le caractère inarrêtable de la politique de Netanyahou. Je dois avouer avec vous que je suis vraiment très, très, très inquiète, et c'est pas nouveau. Et que plus on avance dans ce génocide, et plus j'ai le sentiment que la communauté internationale se voile la face, ferme les yeux. Plus le temps passe et moins les médias s'y intéressent. La société civile se mobilise, mais quand même un peu moins, il faut le dire. Mais c'est certainement pas la société civile sur laquelle il faut taper. Mais voilà, je suis vraiment très très inquiète de la réaction et la non-réaction d'un point de vue des autorités internationales. Et je pense aussi notamment à l'Union européenne qui pourrait jouer un rôle fondamental en l'espèce. Émilien, c'est quoi l'avis du personnel politique sur la reconnaissance de l'État palestinien en France? C'est une idée qui fait son chemin ou... En fait, c'est une vieille idée. Parce que déjà, en 2014, les deux chambres avait voté, donc l'Assemblée nationale et le Sénat avaient voté une résolution, parce que la reconnaissance c'est quelque chose qui vient du Quai d'Orsay, donc c'est le fait de l'État, donc le Parlement ne peut pas décider de ça, mais ils avaient voté une résolution incitant l'État français à reconnaître l'État palestinien, à une époque même où, donc c'était décembre 2014, donc il y avait déjà eu les élections sénatoriales, donc le Sénat était repassé à droite. Donc ils avaient, malgré tout, les centristes avaient... étaient suffisamment pas opposés pour que les deux chambres votent malgré tout ça. Et alors il y avait un petit peu débattu de oui on verra, etc. Mais finalement il ne s'était rien fait de tout ça. Et à l'époque déjà la droite expliquait que oui mais ça n'avait rien changé. Il y avait déjà 150 pays qui reconnaissaient, enfin les 3/4 de la planète qui reconnaissaient l'État de Palestine, ça n'a rien changé, etc. Qui est à peu près le discours qu'on tient aujourd'hui, si ce n'est qu'en plus maintenant il y a la question de oui mais ce serait légitimer le Hamas, le 7 octobre, etc.
ce qui est un peu spécieux, parce que c'est pas que la Gaza, c'est aussi la Cisjordanie. Mais il faut bien reconnaître que là, sur un point, ils ont raison, c'est que finalement, pourquoi est-ce que les 147 États qui ont reconnu la Palestine n'ont pas grand impact sur ce qui se passe là-bas? C'est parce que, en fait, ce qui manque, c'est tous les Occidentaux, et notamment les États-Unis. Et que finalement, si Netanyahou peut faire ce qu'il fait aujourd'hui, c'est aussi parce que les États-Unis laissent faire, voire encouragent et continuent à financer, à armer, etc. Évidemment, la France dedans n'a pas un rôle énorme, mais mine de rien, symboliquement, en termes de livraison d'armement, etc., il y aurait quelque chose, je pense, cette reconnaissance-là, mais ça reste du coup le fait du président, en tout cas la droite et l'extrême droite sont vent debout contre ça. Parmi les conditions qui ont été posées par Emmanuel Macron pour la reconnaissance par la France de l'État palestinien, il y a l'exclusion du Hamas. Évidemment de la bande de Gaza. On a vu des manifestations anti-Hamas à Gaza, ce qui semble montrer peut-être que le Hamas est en perte d'influence à Gaza, ce qui serait une très bonne nouvelle, mais est-ce que pour autant ça pourrait suffire? Je sais pas. Usul, tu voulais dire un truc? Bah, moi, je regardais le chat, hein, je vois là, ils sont en mode force au modo, parce qu'on voit les mêmes arguments revenir. Ça fait 2 ans qu'on voit des images atroces avec des femmes, des enfants mutilés. Là, j'ai vu qu'il y a une photo d'un jeune Palestinien auquel il manque 2 bras, qui a été sacré photo de l'année. Pourquoi? Parce que voilà, on voit ces images-là, et dans le chat, il y a un ronron de gens qui défendront toujours ce que peut faire Israël, peu importe ce que fait Israël apparemment, en disant que non, mais de toute façon, c'est de la faute du Hamas. C'est de la faute du Hamas. Si le Hamas voulait arrêter cette guerre, ce serait arrêté tout de suite. Rendez-nous juste les otages et on arrête de trucider tout le monde. Donc, bon, cet ensauvagement me fait vraiment peur. Parce que on voit la société israélienne, comment elle fonctionne. C'est une société où on fait son service militaire, où on a peur de ce voisin qui nous terrifie et dont on se dit qu'il veut nous tuer, et qui fait que tu déshumanises tellement le voisin que tu penses que même un enfant, en fait, a une espèce de nature profonde terroriste qui fait qu'il est un danger aussi. Et que quelque part, je pense que quand tu as tué autant de femmes et autant d'enfants au bout d'un moment du conflit, c'est pas un dégât collatéral, ça fait partie du plan à un moment. Ça fait partie du plan pour faire un plan de terreur, pour qu'ils partent le plus vite possible. Quand tu coupes l'aide humanitaire, ça fait partie du plan. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on parle de génocide. C'est parce que, voilà, bon. Et que des gens acceptent ça, tolèrent ça. Aux droits de l'homme, que des gens défendent ça. Y compris dans le chat, que des gens défendent ça. Je suis étonné du niveau d'ensauvagement, enfin ça me terrifie, et ça aide aussi à comprendre les mécaniques et de voir comment tout un peuple peut basculer, comment on est parfois à ça d'être bon, moi hier j'étais à l'ENS à Lyon, on m'a raconté une scène où à l'ENS le club avait invité un militant de l'UJFP, de l'Union des Juifs Français pour la Paix, pour venir parler de la situation, et d'autres, ceux qui défendent farouchement Israël, sont venus, alors apparemment des gens plutôt proches du CRIF à Lyon, sont venus pour hurler pendant la conférence. À chaque fois qu'il était question du sort des Palestiniens, c'était ouh, à faire des bruits de singes pendant qu'on parlait des Palestiniens, ou à crier que c'était le Hamas, complice du Hamas. Et tu t'es dit, mais ces gens ont perdu pied, en fait. C'est pas possible. Et donc moi, je suis terrifié. Je suis terrifié par le niveau de tolérance qu'il y a en France avec ce discours-là. Et donc, je pense que oui, il faut faire tout. Enfin, l'Union européenne aurait pu faire quelque chose depuis très longtemps. Se réveiller tardivement comme ça, c'est la honte. C'est la méga. Bah, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très émotif de toutes les manières dans ce conflit depuis le début, hein, et de plus en plus depuis 1 an et demi. Et oui, il y a aussi les circonstances internationales qui font que Benjamin Netanyahou fait ce qu'il veut parce qu'il est soutenu par un Trump qui fait ce qu'il veut. En fait, il y a aussi un isolement que je trouve terrible, où j'ai même l'impression qu'Israël ne cherche même plus particulièrement à obtenir le soutien des autres pays, y compris qui lui étaient historiquement proches, comme la France, par exemple. Je pense que si... Ouais, alors Israël est plus proche des États-Unis quand même. C'est ça le problème. C'est tout le problème. Mais c'est aussi un problème en soi. C'est-à-dire que je me dis, l'Union européenne, s'il y a une perte d'influence de l'Europe vis-à-vis d'Israël, qu'est-ce que ça changera qu'on les reconnaisse, les Palestiniens, comme un État? Je veux dire, si Israël se permet de s'en foutre parce qu'ils ont un soutien indéfectible des États-Unis, bon, bah voilà, et je sais pas, peut-être qu'on peut essayer, si on veut essayer de voir de l'espoir, peut-être que la guerre commerciale que Trump a déclarée va isoler un peu les États-Unis sur la scène internationale, facilitant donc pour des pays comme la France la reconnaissance de l'État palestinien et la construction d'un autre récit que le récit américano-israélien, qui viendrait davantage en soutien aux habitants de la Palestine, quoi, au peuple palestinien. Et moi, c'est un peu l'espoir que j'essaie de fonder dans tout ce marasme en ce moment de mauvaises nouvelles. Je dis qu'il y a parfois des alignements de mauvaises nouvelles qui peuvent créer des bonnes nouvelles, et j'essaie de m'accrocher à ça parce que sinon, on est d'accord que reconnaissance là telle quelle, à sec, ça a une fonction diplomatique, etc. On l'a dit, mais que là, il va
va falloir faire quelque chose de plus que ça. Faut mettre le pays sous blocus, sous sanction. Faut plus qu'il y ait rien rentre. C'est une étape. Non, je suis d'accord avec toi, mais c'est une étape. C'est d'abord reconnaître l'État palestinien, parce que je rappelle quand même qu'en droit international, si tu reconnais un État et qu'il y a une reconnaissance juste entre deux États, tu peux pas rester. C'est terrible ce que je veux dire. Tu peux pas rester insensible à quelque chose qui arrive à un État avec lequel tu entretiens des relations. Donc en fait, diplomatiquement, ça déclenche des choses. Ça fait monter le niveau de tension. Alors je me rends bien compte que ça paraît dérisoire que des diplomates en costume cravate montent le ton, mais beaucoup de choses peuvent évoluer aussi grâce à la diplomatie, en tout cas dans un monde qui reconnaît le droit international. Et on revient à la blague qu'on faisait tout à l'heure dans le jeu à la con, c'est pas toujours le cas. Parce que le fait est que l'entrée de l'armée israélienne sur le territoire de Gaza n'a pas été qualifiée d'invasion. Parce que aussi on reconnaît pas ça comme étoile. Donc en fait, c'est territoire occupé. Voilà, donc que finalement Israël a pouvoir en fait sur cette zone-là, donc y compris de faire ce qu'il veut des habitants, mais enfin, si on est dans une logique de l'existence en tout cas de deux autorités palestiniennes, c'est un peu le problème, mais en tout cas que c'est un territoire qui est autogéré, il y a eu une forme d'invasion, mais qui n'a jamais été reconnue comme telle par notamment la France, et qui fait que effectivement, si on va au bout de la logique, c'est pas seulement reconnaître, c'est dire il y a des gens qui sont attaqués. Alors certes, il y a eu évidemment ce qui s'est passé le 7 octobre, mais il n'y a pas de justification à aller tuer des dizaines de milliers de personnes pour ça. Et que l'ironie, c'est aussi que, même si je pense que ce n'est pas tout à fait ironique pour Netanyahou, mais que là, en détruisant Gaza, il n'y a plus de reconstruction en dehors du Hamas, que le Hamas ne sera pas éradiqué comme ça. Le Hamas, c'est un truc tentaculaire très difficile à éradiquer, donc c'est un truc qui aurait pu se faire par un rapport de force interne, parce que là, il n'y a plus rien. Et je pense que le truc qui reste à Gaza, c'est les restes du Hamas. Et donc, quand Macron dit qu'il faut écarter le Hamas, oui, mais c'est un peu magique, quoi, malgré tout. Et pour ce qui est du chat, sur ce sujet passionnel comme sur tous les autres, les règles sont toujours les mêmes, vous les connaissez, et les modérateurs les font respecter. Merci à eux pour ça. Autre sujet, la question de la protection de l'enfance. La protection de l'enfance est aujourd'hui dans un gouffre. Voilà la conclusion du rapport de la commission d'enquête parlementaire sur les manquements des politiques publiques de la protection de l'enfance pilotée par la députée PS Isabelle Santiago. Rapport rendu le 8 avril dernier, après un an d'audition et de travail. Cette commission d'enquête parlementaire a été lancée après plusieurs drames. Rappelez-vous, l'an dernier, notamment le suicide d'une adolescente qui avait été placée dans un hôtel près de Clermont-Ferrand en janvier 2024. L'aide sociale à l'enfance, c'est un truc qui est un peu difficile à expliquer pour les personnes qui se tiennent un peu éloignées des services publics, de l'État, du fonctionnement de tout ça, mais gardez en tête cette idée, c'est que nous, en tant que peuple français, on a des choses en commun, on a des choses qui nous appartiennent à tous, collectivement. On a un État, on a une école, on a un hôpital, on a une armée, on a une police, on a plein de trucs. Et parmi les choses qu'on a, nous les Français, on a des enfants. On a des enfants qui nous appartiennent, dont nous devons garantir la sécurité, la santé, etc. Et on appelle ça les enfants placés, les enfants de l'aide sociale à l'enfance, ASE, qu'on appelle l'ASE. Ce sont nos enfants collectivement, des enfants dont nous ne prenons pas soin du tout. Et c'est ce que ce rapport vient souligner. 396 900 enfants sont suivis par l'aide sociale à l'enfance. Ce sont des compétences, la protection de l'enfance est une compétence des départements, des conseils départementaux depuis 1983. Ce que montre le rapport parlementaire qui s'est intéressé un peu à cette manière qu'on avait de s'occuper de nos propres enfants, des structures d'accueil qui sont totalement surchargées, des inégalités territoriales criantes, vous n'êtes pas du tout traité de la même manière selon le département dans lequel vous êtes né, la justice est complètement saturée, les budgets sont en baisse, 900 millions d'euros d'efforts sont demandés aux départements dans le budget 2025, le budget qui est passé en janvier dernier, il y a 900 millions de moins pour les départements, donc de fait de moins, entre autres pour l'ASE. Les enfants de l'ASE sont exposés à des troubles de santé psy et des troubles de santé physique, plus des réseaux de prostitution qui n'hésitent pas à prostituer des enfants placés. C'est un sujet absolument majeur que ce rapport parlementaire vient souligner. Il a bien raison de le faire. Léa, tu voulais nous parler de la situation des mineurs non accompagnés. Oui, en réaction notamment à un fait d'actualité qui a eu lieu il y a quelques semaines. Vous l'avez peut-être suivi, mais il y a un lieu de la mairie de Paris qui s'appelle la Gaîté Lyrique, qui a été occupé pendant des semaines et des mois par un certain nombre de jeunes en situation de migration qui attendaient justement leur reconnaissance en fait, pour pouvoir accéder à la protection de l'État. Ils doivent attester du fait qu'ils sont effectivement
plus jeunes que 18 ans et avoir cette protection de l'aide sociale à l'enfance. Ça, c'est ce que la France fait en refusant beaucoup de dossiers. Il y a seulement 30% en moyenne des jeunes qui sollicitent une reconnaissance de minorité qui l'obtiennent, donc ça fait pas lourd. Et donc un certain nombre, ces jeunes étaient dans cette situation-là à la Gaîté Lyrique. Ils ont été évacués d'une manière très très violente, sans aucune solution, bien évidemment, d'hébergement et ou de protection proposée. 450 d'entre eux, qui étaient pour certains et certaines scolarisés et qui du coup se retrouvent dans des situations très compliquées. Et je voulais quand même faire un petit point parce qu'effectivement, quand on parle d'enfance, on a le sentiment que déjà l'État maltraite les enfants. C'est ce que tu viens de dire, et ce dont fait état ce rapport parlementaire sur le manque de moyens, etc. Mais il y a aussi cette catégorie d'enfants qui sont ces mineurs non accompagnés qui sont encore plus maltraités, je pense, que les autres. Il faut savoir que la France est quand même tenue, puisqu'elle a signé une convention qui est la Convention internationale des droits de l'enfant, qu'elle a ratifiée en 90 et qui prévoit que tout mineur isolé étant sur le territoire de la France a le droit à une protection spécifique de l'État, non pas du fait de sa nationalité, mais du fait de sa minorité. Et en France, ce n'est absolument pas respecté. La France a été condamnée à plusieurs reprises. La Cour européenne des droits de l'homme a notamment condamné la France en 2019 pour traitement dégradant envers un jeune Afghan qui était isolé à Calais. Donc voilà, je voulais quand même souligner tout ça parce que on a l'impression aussi qu'il y a... Tu parlais tout à l'heure du discours un peu ambiant. Beaucoup de personnes disent que, soi-disant, ces mineurs non accompagnés se font passer pour des mineurs, pour dire qu'en fait, ils sont... alors qu'en réalité, c'est des majeurs, etc. Mais qu'est-ce que vous en savez? Déjà, d'une part. Et puis, il y avait aussi toute la question de savoir est-ce qu'on les prend en charge ou pas. Enfin, la question ne se pose pas, en fait. Il y a eu des débats au lendemain de l'évacuation très, très violente de la Gaîté Lyrique. La question ne se pose pas puisque la France est tenue par des obligations internationales. Et donc, voilà, je trouvais que c'était important de le rappeler. Et donc, il y a encore plus maltraité que les enfants dont on parlait tout à l'heure, c'est effectivement ces mineurs non accompagnés. Absolument, je suis complètement d'accord avec toi. Je suis un ancien militant des droits de l'enfant, donc je suis le premier à plaider et en rappelant tout le temps qu'il y a des obligations juridiques. On est obligé de s'occuper de nos enfants. Dans le chat, il y en a qui disent c'est pas nos enfants, c'est ceux de l'État. Donc c'est nos enfants. Voilà, c'est-à-dire que c'est totalement nos enfants collectivement, c'est nos enfants, c'est comme notre hôpital, c'est notre hôpital à nous tous, c'est pas les miens, ni les tiens, c'est ceux de tout le monde. Et en l'occurrence, la manière qu'on a de les traiter est absolument délirante. Problème, les départements, les conseils départementaux ont des restrictions budgétaires terribles, ont de moins en moins de budget. Je vous le disais, dans le budget de cette année, il y a 900 millions en moins pour les conseils départementaux. Du coup, se pose une question qui commence à être défendue de plus en plus par des militants des droits de l'enfant et de la cause de l'enfance. C'est la question de la renationalisation de la protection de l'enfance. Ouais, oui. C'est pas vraiment la renationalisation, c'est la recentralisation. Ouais. C'est-à-dire que on a essayé de confier ça au département. On voit bien que ça marche pas parce que les départements fonctionnent pas du tout de la même manière les uns les autres et ça donne des résultats trop différents. Donc, ce serait la première fois, à ma connaissance, en France, qu'on aurait un sujet qui a été décentralisé, confié au territoire, qui remonterait à Paris pour être repris en main. On l'espère mieux, du coup, par l'État. Est-ce que ce serait une solution, Émilien, ou est-ce que c'est juste une question de tuyauterie? En fait, c'est pas l'aboutissement de la chose. C'est-à-dire que finalement, le problème, c'est avant tout que l'État ne donne pas les moyens, finalement, aux départements de régler de correctement traiter les aspects, dans les questions dont ils ont les responsabilités. Après, évidemment, quand vous confiez, et c'est un peu l'ambiguïté en France, c'est qu'en fait, la principale responsabilité des départements, c'est l'aide sociale, c'est le RSA, c'est les allocations, c'est pas allocation du handicapé, mais c'est une compensation sociale, etc. Et notamment la question de la prise en charge des enfants placés. Or, c'est quelque chose qui ne fait pas, qui est presque l'objet du service public, quoi. Il n'y a pas de décision de ce que vous allez plus ou moins aider, vous avez une obligation de le faire, l'État finance pour ça, il n'y a pas d'autonomie fiscale en fait des départements, ils ne lèvent pas d'impôts, donc ils ont des responsabilités et juste on a en fait délégué. Alors, je ne sais pas pourquoi, je pense que c'était aussi pour légitimer l'existence des départements et dans la nouvelle décentralisation, mais on leur a donné des charges sur lesquelles il n'y a pas de marge. En fait, ils sont censés le faire. Et donc, finalement, une manœuvre assez connue, en fait, dans le domaine on va dire, des réductions de dépenses, c'est en fait de confier des charges à des gens qui n'ont pas les moyens de les réaliser.
C'était le cas dans plein de domaines. Et donc, par exemple, en fait, vous dites pas on va enlever de l'argent à l'enfance. Vous dites on va demander au département un effort sur des choses qu'ils ne peuvent pas vraiment faire. Et après, ça se décharge sur les gens qui finalement ont moins de moyens de défendre finalement leur position. Et les enfants placés sont quand même particulièrement vulnérables sur ce point-là. Donc, est-ce que c'est une solution ? En tout cas, c'est évoqué. Moi, je ne suis pas spécialiste du sujet, donc je ne peux pas dire. C'est vrai que ça remettrait au centre du débat la question de la responsabilité de l'État à gérer cette question-là qui lui incombe et qui notamment traiterait ça de manière égale entre tous les départements, parce que c'est un problème aujourd'hui, mais ça ne fera pas que magiquement qu'elle s'en occupera. Il faut que ça devienne un sujet un peu plus d'intérêt public. C'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'en effet, soit on a une grosse administration centrale, mais dont la mission est de faire ça, elle a des budgets dédiés à ça, et c'est son boulot, elle ne pense qu'à ça, soit en effet, quand on a foutu ça au département, en fait, on l'a foutu. Un département, c'est géré par un politique, par un gars qui est élu au conseil régional, au conseil général. Et donc, en effet, pour eux, c'est pour ça qu'il y a des inégalités d'un département à l'autre, c'est que ça les intéresse plus ou moins de faire ça. Parfois même, ils ont des budgets, ils les allouent pas. Parfois, tu vois, parfois, j'ai un manque d'intérêt total pour la question, ce qui fait que, et alors, en plus de ça, eux-mêmes, ces services sociaux-là, qui ont été saccagés depuis les RGPP, depuis, comme tous les services publics, il n'y a plus assez de fonctionnaires, il n'y a plus assez de postes. On a demandé depuis 30 ans aux fonctionnaires de faire plus avec moins. Donc, au bout de 30 ans, tu arrives avec des fonctionnaires qui n'arrivent plus rien à faire. En plus, tous leurs collègues sont plus fonctionnaires, la plupart. Et puis, on a délégué carrément, eux aussi, dans les départements, délèguent à des associations qui vont le faire. Donc, ils vont utiliser leur budget pour dire on file du budget à cette assoce qui, elle, va gérer un foyer, en fait. Gérer un foyer de jeunes de l'ASE. Donc, ça n'est plus avec un contrôle, on le voit, qui est défaillant. Vous imaginez, on a parlé de Betaram tout à l'heure, mais les violences dans ce genre d'institutions qui ne sont pas contrôlées, qui ne sont pas de la responsabilité directe de l'État, c'est de la délégation de services publics. C'est déjà ça, et en plus, c'est... Non, mais je finis juste pour dire, regardez comme tout le monde s'est passé la patate chaude. C'est vraiment les enfants dont personne ne veut déjà, en fait, quelque part, dans les parents, ou qu'on a dû retirer parce que leurs parents ne les protégeaient parfois pas d'eux-mêmes, et on le file, et puis on le file au département qui dit moi je le refile à une association on contrôle même pas. Enfin, c'est vraiment des oubliés de la République absolue, et ça dit beaucoup de la considération quand même qu'on a pour ces gamins-là, quoi. Léa ? Je voulais juste ajouter sur la question et ça a des dégâts, quoi. Ça fait des dégâts. Oui. Sur la question du contrôle qui est effectivement assez centrale, le problème aussi, c'est qu'en fait, c'est les départements qui contrôlent. Et donc, en gros, ils s'auto-contrôlent dans une certaine mesure. Et donc, en fonction aussi des résultats de ce contrôle, ils peuvent se retrouver avec plus ou moins de moyens, ou de se retrouver avec justement des préconisations du type il faut mettre davantage de moyens, et ils galèrent déjà. Enfin bon, bref. Du coup, il y a aussi la question effectivement de comment faire en sorte que ces lieux soient davantage contrôlés et mieux adaptés aussi pour la protection des enfants. Moi, je voudrais pas. Ça veut dire quoi le truc des assos ? Ça veut aussi dire qu'elles se retrouvent dans des assos où il y a des gens qui n'ont pas les bons diplômes pour s'occuper des gamins. Parce que quand on dit que la situation est dramatique, je voudrais pas qu'on cherche des responsabilités que du côté des assos et des collectivités locales en disant qu'elles sont responsables. C'est-à-dire que je suis pas sûr que renationaliser ou recentraliser la question de l'aide sociale à l'enfance à Paris va changer quoi que ce soit au sort des gamins qui sont placés dans des hôtels aujourd'hui. Si t'as pas plus de moyens, tu peux gérer ça par des fonctionnaires ou par des élus. Il faut une vraie volonté politique. Ils vont constater que c'est la merde. Non, mais déjà, et puis par ailleurs, je défends aussi l'idée qu'un conseil départemental, précisément parce qu'il est issu de la démocratie locale, il connaît mieux son territoire, il connaît mieux son maillage territorial, il est mieux à même d'apporter une réponse à ses enfants, à les accompagner, y compris dans le système scolaire. Souvent le collège, tiens, ça tombe bien, ça relève aussi du département, donc tant mieux. Peut-être d'ailleurs les collèges servent aussi à repérer les enfants qui peuvent être amenés à être placés à l'ASE, donc c'est pas complètement absurde que les deux soient liés. Et enfin les associations, le problème des associations, on peut les contrôler, mais en fait on leur demande de faire l'impossible, les assos. Elles n'ont pas de bénévoles, elles n'ont pas de budget, et on leur file des gamins de plus en plus nombreux. Sans formation, très peu de formation, personne n'a envie de faire ces métiers-là parce que c'est des métiers peu reconnus. C'est pas vrai. Donc moi je pense c'est pas vrai. Non, il y a plein de gens qui ont envie de faire ces métiers-là, qui ont une vocation sociale, de travail social. Le problème, c'est leurs conditions de travail. Et si on veut que ces gens-là puissent faire un bon travail, en fait, il faut leur demander peut-être faut demander aux travailleurs qui font leur travail, leur dire, il vous faudrait quoi ? Quel statut ? Et ils vont tous te dire, il faudrait déjà qu'on soit un peu plus nombreux, un peu de budget. Tu les écoutes, ils vont te dire ça.
C'est exactement ce que je voulais dire si tu m'avais pas coupé. C'est que la raison pour laquelle les associations n'arrivent pas à faire leur taf, c'est pas parce qu'elles sont méchantes ou mauvaises ou quoi que ce soit, c'est parce qu'elles ne trouvent pas les personnes à embaucher, elles n'ont pas le budget. Le rapport parlementaire estime à 30 000 la quantité de personnes qu'il faudrait embaucher pour réussir à faire ce métier. Mais il n'y a pas que des personnes à embaucher, parce que j'ai aussi entendu le gouvernement et les rapporteurs parlementaires sur ce travail dire qu'il y a aussi un problème simplement de personnes, de foyers qui acceptent d'accueillir des enfants. En fait, il y en a de moins en moins. Même si les parents, je ne sais pas si vous le savez, mais les enfants qui tu parles de famille d'accueil. Les familles d'accueil, voilà, c'est ça. Les familles d'accueil perçoivent des allocations pour couvrir les besoins du fait qu'ils accueillent un enfant en plus, etc. Ça existe depuis toujours, ça continue à fonctionner, mais en fait, ça fonctionne pas très bien parce on n'en trouve plus. C'est difficile. Et ça dit quelque chose, je trouve aussi, du délitement de la solidarité. Alors, de ce monde toujours plus individualiste, toujours plus chacun sa gueule, chacun chez soi. Moi, mon pavillon, ma bagnole, et je veux pas accueillir quelqu'un de plus. Et c'est pas une critique que je fais parce qu'il se trouve que j'en accueille pas chez moi, donc je suis pas là pour donner des leçons à qui que ce soit. Je dis juste, comme ce rapport parlementaire, qu'on a aussi un problème de quantité de gens qui veulent s'engager pour accueillir des gosses, quoi. Et moi, je vais te dire comment on fait. On fait une campagne. Tu débloques des fonds, tu dis il faut qu'on fasse une campagne. Les gens savent même pas qu'ils peuvent être famille d'accueil parfois. Donc tu dis on a besoin de famille d'accueil. Les gens ils sont gentils, hein, tu dis ils sont de plus en plus individualistes. Les gens ils savent ou ils savent pas. Je pense que tu débloques, tu fais une campagne, tu dis devenez famille d'accueil, des enfants ont besoin de vous, vous pouvez changer la vie d'un enfant, etc. Et les gens faut juste un budget pour une campagne. Franchement, c'est pas dur, hein. Les gens sont pas devenus des connards égoïstes forcément. C'est pas ce que j'ai dit. Déjà d'une part, les gens ils savent pas des fois. C'est pas ce que j'ai dit. Mais ça montrerait aussi une volonté. Je parle d'une érosion que l'on constate dans énormément de domaines et pas seulement la question des familles d'accueil et de l'aide à l'enfance. Qui pourrait faire cette grande campagne nationale ? L'État. Ouais. C'est pas les départements qui. Non, mais c'est souvent les services départementaux qui sont le plus en lien avec les familles, notamment par les politiques de solidarité. Tu vois, c'est-à-dire qu'une mère de famille qui va rencontrer une assistante sociale, l'assistante sociale va lui dire est-ce que vous souhaitez accueillir un enfant, ça pourrait vous permettre de compléter votre RSA de telle et telle manière. Voilà, je dis pas, encore une fois, moi j'ai rien contre la recentralisation. En fait, je m'en fous. De savoir si c'est géré par le département ou par l'État, ça m'intéresse pas. La question, c'est le pognon qu'on met dedans, les conditions que l'on crée, les contrôles que l'on crée. Mais je veux dire, contrôler plus un truc qu'on crée de manière dysfonctionnelle, va pas le rendre plus fonctionnel. Non, on va juste constater qu'il dysfonctionne. Bah oui, ça on le savait déjà. C'est structurel en fait, c'est pas conjoncturel. Et surtout, pardon, juste pour. Je pense encore une fois. Malheureusement, ce rapport parlementaire fait état d'un certain nombre de choses qui sont très importantes à mettre sur la place publique. Mais vu la situation budgétaire dans laquelle nous sommes et celle que nous a annoncée François Bayrou, j'ai bien peur que rien ne change, en fait. Même après ces annonces, ce rapport, pardon. Je pense que Bayrou s'en soucie pas trop des enfants, lui. Je pense, oui. Mais le 14 mai, il sera auditionné. Sur Betaram. Absolument, ce sera le 14 mai prochain sur l'affaire Betaram. On aura l'occasion d'en reparler d'ici là. Autre sujet que je voulais aborder avec toi, mon cher Émilien, parce que tu sais que c'est un sujet qui m'excite, c'est les Républicains. Oh, oui. Les Républicains, où est-ce qu'on en est ? Le congrès du parti Les Républicains doit se tenir bientôt. L'élection du président du parti doit se tenir à cette occasion-là. Deux concurrents sont en lice. Laurent Wauquiez, l'actuel président du parti, contre Bruno Retailleau. La révélation depuis septembre dernier, depuis bientôt 6 mois, 1 an. Bruno Retailleau qui, j'ai l'impression, est loin devant Laurent Wauquiez dans les intentions de vote. C'est quand même rare qu'on ait un président sortant qui se prépare à se faire laminer comme ça dans les urnes. Ou alors peut-être pas à droite, c'est pas. Oui, alors d'abord je vais m'auto-retenir, donc on va pas passer des heures dessus, parce que sinon je peux tout à fait le faire. Mais alors, il y a quand même quelque chose à préciser, il n'est pas président du parti. Ah, il est. En fait, il n'y a plus de président depuis Ciotti. Ils ont un quatuor avec Genevard, Bellamy, Fasquelle, je sais plus qui y a. En fait, il s'est un peu chargé d'une mission de refondation de la droite dont je n'ai toujours aucune idée de ce qu'elle a vraiment tout à fait donné. Mais donc actuellement, sa fonction, c'est surtout ancien président du parti, ce qui est toujours un avantage, et président du groupe parlementaire. Oui. Quelque chose aussi qui s'est auto-attribué, parce qu'il a décidé de revenir là-dedans, et bon, tout le monde est obligé de s'effacer. Et la raison pour laquelle, en fait, à droite, il n'y a pas de... Le chef ne perd jamais, c'est que le chef ne finit jamais son mandat. Donc ça aide le fait de ne jamais perdre quand on n'a jamais fait ça. De facto, la population des adhérents LR est quelque chose de très compliqué à connaître. Ils ont doublé leur nombre depuis l'annonce du congrès, donc ils sont à 100 000 à nouveau.
Ok. Ils redeviendront 50 000 dans un an, je n'en ai aucun. D'ailleurs, ça s'arrête aujourd'hui, les inscriptions. Oui, Ah, c'est aujourd'hui, c'est ce soir minuit. Pour voter, si vous voulez voter au Congrès. Combien Si vous voulez voter au Congrès, c'est ce soir minuit. c'est attention. 20 ou 30 euros, je sais quand pas. Alors, je crois, même. ils ont toujours le système d'adhésion familiale. Oui, bien sûr. Tu peux inscrire ta femme. Oui, C'est-à-dire ou votre monsieur. Hein, Ou vous votre pas... Et je me demande s'il n'y a même pas un tarif pour les étudiants. C'est quand même des gens qui pensent au. Mais mais alors, pas Attends, ma mais j'ai carte, envie de je voir, peux pas dire. Mais et donc, il n'empêche qu'il semblerait que, voilà, malgré tout ça, la popularité de Retailleau, le fait qu'en tout cas, il soit celui qui apparaisse comme pouvant remettre un peu la droite en selle. Parce qu'il montre déjà sa capacité à gouverner, sachant que la droite attendait que ça faisait quand même 12 ans qu'elle avait été prise de pouvoir, elle qui est censée être le parti du pouvoir, c'est quand même issu du gaullisme. Bon, c'est vrai qu'il a un peu le vent en poupe. Les ralliements des différents poids lourds du parti vont à son encontre, et je pense que la proposition fantasque, mais mine de rien pas tout à fait étonnante de Wauquiez d'aller envoyer les OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon comme c'était le bagne de Cayenne vient aussi de là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, C'est une un petite peu. panique. Qu'est-ce qu'on fait pour se démarquer? Retailleau, il a son action gouvernementale et Mais en fait, Wauquiez, il a je pense quoi que c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que Laurent Wauquiez, il s'est retrouvé hyper seul dans cette campagne face à Retailleau, parce que Retailleau, ministre en exercice, il a le pouvoir de déclencher des conférences de presse, Oui. d'inviter des Il a journalistes, de tous faire les des déplacements sur le sénateurs pour terrain, lui, avec des gyrophares et mais- des costumes autour de lui. Des C'est pas uniformes vrai, autour de c'est lui. pas vrai. Quand il le fait pour la campagne interne, il est obligé de déclarer et de pas y aller avec toute la troupe. Oui, mais Sinon, ça peut il être n'empêche une- pas que dans la perception qu'ont les électeurs de droite, le fait de le voir quand même dans son rôle de ministre est vachement plus valorisant que Laurent Wauquiez, qui est un peu nulle part. Donc, Oui, il a donc fait Laurent sa, Wauquiez. sa campagne des 6 mois, ce bilan des 6 mois Ouais, donc à Laurent Wauquiez a l'intérieur. fait cette, donc, Laurent Wauquiez a fait cette sortie un peu lunaire. Moi, j'ai vu comme toi cette espèce de Mhm. tentative désespérée d'exister face à un candidat qui lui roule dessus. Quoi. Voilà, donc après avec une rhétorique bizarre, parce que du coup après, du coup Bolloré, comme on a un sondage à Bolloré qui montre que 65% des Français sont d'accord avec lui, sauf que c'est un sujet évidemment. Tu demandes aux Français là du but en blanc, les gens qui ont l'air un peu dangereux là, voulez-vous les près de chez vous ou très très loin, ils font a priori pas chez moi quoi. Donc évidemment après ils vont dire vous voyez on m'a traité de colonialiste ou je sais pas quoi. Même gens de sa famille étaient en mode attendez on n'est pas autant des colonies, on va pas envoyer ça à Saint-Pierre-et-Miquelon comme c'était Napoléon III et du coup il joue ce petit truc de surenchère populiste en se disant que son Retailleau est coincé dans son petit ministère, il peut pas dire n'importe quoi non plus. Oh, Moi, j'ai Pas tout. oh, Il peut quand pas même, tout dire, il peut pas tout dire. Oh. Et donc, Wauquiez en profite, mais la question c'est est-ce que l'état des adhérents LR, c'est cette mentalité Ouais, c'est vrai. jusqu'au boutiste, sachant que s'ils veulent, ils ont qu'à aller chez Le Pen. on pourrait être surpris. On pourrait être surpris. On peut tout verra. à fait être surpris. Moi, j'ai une question pour Emilien. Ah ouais. Moi, j'ai une question pour vous tous, parce que je pense toujours au coup d'après quand même. Le Congrès, c'est sympa, mais est-ce qu'il est possible très sympa. qu'on voit émerger à l'occasion des élections municipales de l'année prochaine des alliances locales LR-RN? Oh oui. Parce que toi, tu dis oui, mais Ah non, le coup d'Éric Ciotti a laissé un trauma dans le parti. Je suis pas convaincu. Ah oui. Oui. La semaine, et quand on avait C'est peut-être reçu surgé, ouais, du Quand coup, on a comme reçu question. Sophie Prima qui soutient Bruno Retailleau sur ce plateau et que je lui ai dit quand même Bruno Retailleau, Marine Le Pen, c'est un peu kiff-kiff, elle m'a regardé avec des grands yeux en disant mais pas du tout. Mais enfin, il y a un côté vraiment vraiment. Je pense qu'elle y croit en plus. C'est ça qu'elle Oui, c'est c'est ça qui est le plus fort. drôle. Donc, C'est y dingue d'être dans le aura-t-il des alliances locales sous-entendu? Attention, quand je dis alliance, soyons précis. Alliance au moment de l'élection, avant le premier tour ou entre les deux tours. Ou même après. Et ensuite, en conseil municipal, on verra. En conseil municipal, Ouais, quand c'est- tu dois composer ta majorité. C'est plus compliqué, mais aux intercos, parfois, ils peuvent se filer des petits coups de main. Aux intercos, ça peut arriver. Mais voilà, d'où ma question. Des est-ce listes que- communes au premier tour, j'en doute. Moi, je Autant crois- que les moi, je suis comme toi. Républicains. Et entre les deux tours, des fusions de listes, oui, tu crois? Oui, plutôt. Ah ouais? Ouais, Alors, plutôt. Pour empêcher la gauche wokiste de Oui, gagner la ville? Oui, parce que la fusion. Enfin, autant les Républicains ont quand même une assise territoriale que les RN, hélas, commencent à avoir aussi, mais qui ne se traduit pas forcément sur des mandats municipaux. En l'occurrence, on peut dire clairement que LR est quand même en position dominante par Ah oui. rapport au RN là-dessus. Néanmoins, ils vont avoir besoin d'aller chercher des voix. Mais face à la gauche, surtout. Hein. Et oui, exactement. Et donc, la gauche va faire des alliances de circonstances au second tour, et ce sera la même chose à LR et RN, je pense.
Je pense que c'est très circonstanciel. C'est Ouais, vraiment, je c'est-à-dire pense que aussi, oui. des militants de droite qui sont depuis des années dans un territoire qui est dirigé par la gauche, avec un maire qui s'enquiste depuis trop d'années, qui ont vraiment envie de faire basculer la ville, Mm. je pense qu'ils peuvent être tentés d'aller voir les copains du RN d'à côté en disant Tout à bon, fait. écoutez, on s'aime pas, Mais mais on a face, quand même envie de On bosser s'aime ensemble. pas. face à la Non, menace, mais, enfin, localement en tout cas, mais face à la C'est pas le menace même et bar, face à la quoi, quand gauche, même. pour obtenir la mairie, on vous propose mais de je- bosser ensemble moi je intelligemment. pense aussi, oui. Je pense que ça peut arriver, en tout cas des fusions de listes entre les deux tours, c'est possible. Alors, travaillant sur ça, je vais dire plutôt non. Ok. D'abord, ça s'est jamais fait Bah, pour l'instant. Ce qui se passe, c'est plutôt des trucs un Il y peu avait de des sous- régionales quand même, où il y a eu des alliances. Oui, alors, Il y a longtemps. depuis le fameux cordon sanitaire du Chirac, ça s'est jamais fait. Il y a des trucs en fait en soum-soum parfois de je te mets pas un gars là, tu me mets pas un gars là, et on n'a jamais trop su la faire. Ce qui a changé, ce qui pourrait, à mon sens, aider à ce que ce ne soit pas le cas, c'est aussi que, même s'ils pèsent pas grand-chose du municipal, ont émergé les macronistes avec le MoDem, etc. Ah ouais. Et que finalement, l'alliance, et là elle s'est fait dès en 2020, c'est tout à fait le cas, elle est avec les macronistes. Elle s'est fait le cas à Lyon, c'était le cas dans plein d'endroits. Donc, quelque part, ça devient compliqué de tenir tout ça ensemble, et aussi pour les macronistes d'accepter ça. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Et c'est comme que- le RN ouais, n'est ouais. pas toujours hyper puissant, à part dans... Mm. Ah, je dis pas qu'il n'aura pas des moments où, à quelques endroits, etc., ça n'a pas pété, je peux pas... Et je pense que si ça pète, ça sera peut-être par le bas plutôt que entre des serrages de paluche, entre copains de tête de parti. Mais là, comme ça, je dis pas que c'est... Je pense que c'est pas évident, pour des raisons aussi de, bah voilà, c'est qui nos alliés, c'est qui les notables du coin, bah c'est quand même souvent plus le pinotable centriste que le gars du RN, quoi. Mais bon, ne vendons pas la peau de l'ours avant d'avoir fait chaud. On verra, mais tu as raison. Je pensais encore avec mon vieux logiciel de il y a une gauche, il y a une droite qui se mettent sur la tronche dans les villes. En réalité, il y a les macronos au milieu et ça rend tout plus compliqué. À coquin. suivre donc évidemment ce congrès des Républicains que nous continuerons à Oui. suivre dans Backseat. Bien Oui. entendu. Après, juste pour préciser une chose, vas-y. pardon, LR n'a pas appelé au Front républicain. Non, mais Non, ils n'ont ils pas ont pas appelé appelé. contre, ce qui est énorme pour eux. Oui, mais bon. Et ils en ont beaucoup bénéficié, ça, les calculs sont Donc assez voilà, ça qui est c'est-à-dire, ironique. dans une Ils ont certaine, ils n'ont pas de. Non, mais les digues tombent, certes. Mais je suis d'accord avec toi Ouais. sur la question de jusqu'où elles vont tomber les digues. Ah, c'est ça. Une liste commune Peut premier pas- tour, peut je suis pas quand même Emilien, j'y crois pas trop. Non, quand Une même fusion pas. de liste au second tour, je sais pas. Et moi, je voulais interroger Emilien là-dessus sur moi, ce qui m'étonne, l'acharnement de Retailleau sur l'Algérie là. Quel imaginaire ça mobilise dans la droite, si ce n'est celui de l'OAS plutôt que de celui historique du gaullisme, machin. Ah, tu crois? Ah, alors, c'est très porteur à l'extrême droite, au Bah FN, oui. évidemment, tout ça. Ils ont- Il y a eu aussi, notamment dans le sud-est, des petits courants à la Lionel Lucas, à Thierry Mariani, d'anciens de l'Algérie française. Oui, puis qui a fini au RN. du coup. Après, je pense qu'il y a aussi beaucoup un truc de la bonne ancienne colonie qui est le Maroc versus la mauvaise ancienne colonie, celle qui a les dents. Alors évidemment, après le régime algérien, tout ça, mais qui a les dents, qui a la dent dure, qui mais peut ils ont- pas ils prendre ont- nos OQTF aussi. Je pense qu'il y a c'est l'ennemi un peu commode. Il n'est pas terrible évidemment de base, mais je pense que c'est aussi un truc sur lequel puis il va pas se plaindre, quoi. Mais ils ont Il va quel- dire je suis défenseur de l'Algérie ici, quoi. Ils ont quel âge, les gens qui se souviennent de l'OAS? Ah non, mais il y a des Peut-être. petits, il y a des Mais enfants. non, mais il y a des enfants, ils étaient censés se souvenir de De Gaulle, pas de l'OAS. Non, mais ça, je suis C'est d'accord ça, avec c'est toi. les gaullistes, Non, mais je suis normalement. d'accord avec toi, mais c'est sur ta question sur est-ce que cet imaginaire de l'OAS, Ah, mais il y a cette des opposition est histoires algérien? familiales très importantes. Non, mais quand sans même, doute, sur oui, oui, non, l'OAS, ok, les d'accord. Pieds Noirs, l'Algérie française. L'OAS, les pour ceux qui nous Arctiques, écoutent et qui ne savent pas, c'est l'organisation armée secrète qui était une milice parallèle portée notamment par des militaires français en Algérie et qui était contre le général de Gaulle et qui était favorable au maintien de l'Algérie française contre l'indépendance et les accords d'Évian en 62. Et ils n'ont pas fait, ils ont pas rien fait. Hein, ils ont fait des attentats, ils ont tué des gens. oui, L'OAS était un groupement terroriste, tout Qui à était fait. contre De Gaulle. Donc, Et qui du était coup, très oui, oui. anti-gaulliste. C'est ceux qui ont tiré sur la voiture de De Gaulle, vous vous souvenez? Bah voilà, c'était eux.